Jean-Joël Grégonia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de collection chez Numéril-Livre de la collection Images et Spiritualité. Dans cette collection, un ouvrage vient de paraître qui s'appelle Épée, glaive et poignard. Cet ouvrage a été écrit par Michel Renonciat, Hélas passé à l'Orient éternel. J'aimerais, in memoriam, que vous nous disiez quelques mots sur Michel Renonciat et puis, dans un deuxième temps, que vous nous donniez l'objectif de cette collection. Michel Renonciat était un expert en armes anciennes et plus précisément en armes blanches. C'était un expert reconnu internationalement. Il avait appartenu à la Grande Loge de France et également aux ateliers supérieurs du Suprême Conseil de France qui est souché sur la Grande Loge de France. C'est lui qui a écrit le premier tome de cette nouvelle collection qui s'appelle Expression, Images et Spiritualité des éditions Numéril-Livre. Cette collection, comme toutes les collections, est à la fois intermédiaire et organisation. Elle rassemble le témoignage d'hommes, le témoignage de femmes, dont le propos ne peut pas se cantonner uniquement à l'écrit. C'est-à-dire que le propos nécessite de recourir de plus à l'illustration pour se développer pleinement. Alors la collection porte sur la spiritualité en général, qui part de la connaissance, se poursuit par l'action, mais au-delà par l'ontologie. La franc-maçonnerie en constitue l'un des aspects. Ce n'est pas le seul. Et le livre de Michel Renonciat, dont nous parlons aujourd'hui, entre dans cet objet particulier, puisque son intitulé est Épée, glaives et poignards, et qu'il est suivi du sous-titre De la chevalerie à la franc-maçonnerie. Vous avez parlé bien sûr de l'image, mais aussi du contenu. Et moi, j'ai appris énormément de choses avec cet ouvrage, en particulier cette espèce de rappel du port de l'épée au XVIIe siècle, qui était absolument à la fois un moyen de distinction et une obligation. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi, malgré cette obligation, les maçons pouvaient porter épée. Concernant l'épée, c'est une très bonne question, parce que concernant l'épée, la première idée qui vient à l'esprit, c'est celle que cet objet transporte au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à cette époque précise, parce que c'est celle de la structuration générale de la franc-maçonnerie spéculative. Au XVIIIe siècle, porte l'épée, bien sûr le soldat qui l'utilise comme arme rapprochée basique, mais surtout le noble. Il y a d'autres exceptions, comme par exemple les imprimeurs qui pouvaient porter l'épée, mais surtout le noble. Et Michel Renonciat montre bien comment, de défense, l'épée devient un artifice de cour et le symbole même d'une classe sociale qui entend se distinguer du clergé du tiers-état. Or, l'adoption de l'épée dans la loge maçonnique répond au caractère universel de l'institution. Tout franc-maçon possède le droit de porter l'épée et parfois, comme on le voit dans certains rites encore, le devoir. Et on pense bien sûr à cette égalité qui constitue l'un des trois éléments de la devise de la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons, mais qui n'existait pas avant la République. Et il est intéressant de voir que cette uniformisation de l'épée s'effectue par le haut et non pas par le bas. On se situe dans un cadre d'émancipation de l'homme sous l'effet de la philosophie des Lumières. La franc-maçonnerie édicte que tous ses membres ont le droit de porter l'épée et non qu'aucun ne doit la porter. Pourquoi les forgerons, historiquement, sont à l'origine de tant de légendes et de mythes? Les forgerons avaient une valeur initiatique considérable dans toute l'histoire. En fait, c'est celui qui fabrique, celui qui façonne. De là, son assimilation avec le démiurge, celui qui a conçu le monde, celui qui le crée. Alors, le forgeron, par nature, a un handicap. Par nature, il est boiteux, et il est boiteux pour différentes raisons. D'abord parce qu'il porte en lui le beau et le moins beau, comprenons le bien et le mal, ou alors parce qu'il doit se distinguer du principe créateur, et c'est un symbole sur lequel beaucoup se sont penchés. Et c'est non seulement le temps que l'espace, parce que la franc-maçonnerie connaît Tubal-Caïn et la Bible, le Tubal-Caïn de la Bible, les Grecs connaissaient Héphaïstos, mais on trouve également un forgeron, aussi bien en Asie centrale qu'en Extrême-Orient que chez les Celtes. Michel Renonciat relie l'épée, l'initiation et l'alchimie. Quels sont les liens
que l'on pourrait expliciter? Moi, je propose de voir dans l'alchimie et dans la franc-maçonnerie des forges spirituelles de soi afin de devenir libre en conscience. C'est-à-dire que ce sont des lieux où souffle l'esprit dans un idéal de bien-être de soi-même et dans le monde. Peut-être y trouve-t-on donc le début d'une expérience initiatique. Voilà. On va parler un petit peu de l'aspect chevalerie, parce que dans l'adoubement avec une lame flamboyante, il y a des références à la Bible, à la chevalerie et à la maçonnerie. Pourquoi d'après vous? La chevalerie, c'est tout un symbole. C'est bien entendu historiquement l'une des sources de la franc-maçonnerie, mais c'est surtout une source spirituelle. Le livre, Michel Renonciat appartenait au rite écossais ancien et accepté. On peut parler des armes dans le rite écossais ancien et accepté, pourquoi pas? Mais dans toute la maçonnerie, on trouve des épées et on les trouve encore plus présentes dans le régime écossais rectifié ou dans les rites templiers. Et on comprend pourquoi, et ça rejoint votre question, parce que ce sont des rites proprement chevaleresques. Ma dernière question, cet ouvrage est un hit parade des sculptures d'épées, de la fabrication des épées. Est-ce que vous avez parmi ces pages sublimes photographiées dans cet ouvrage une sélection, un index, un hit parade de 2, 3 ou 4 épées que vous pourriez nous signaler afin que nos lecteurs et nos téléspectateurs les visualisent? Je vais malheureusement répondre non à cette question parce que toutes les épées ont leur intérêt, elles sont toutes très belles. Par contre, j'ai personnellement 2 épées que je préfère, mais je dois vous dire que ces épées n'existent pas. La première est évoquée par Michel Renonciat, pas la seconde, et la première, c'est celle de Damoclès. Parce que l'épée de Damoclès nous rappelle l'éphémère des choses matérielles, l'éphémère des choses humaines, et surtout l'infini de l'expression d'une pensée qui demeure. Et la seconde, eh bien, c'est l'épée que j'avais commandée moi-même à Michel Renonciat, et nous en avions longuement parlé ensemble. Elle devait avoir un pommeau en forme de tête de mort, c'est-à-dire une tête qui est à faire à la Corse, et elle aurait comporté sur la lame la devise familiale dont la traduction française est « N'oublie jamais ». Je vous remercie.